Merci. Je tiens d'abord à féliciter tout le comité d'organisation de nous avoir créé cette tradition de nous rencontrer maintenant depuis 19 ans à Sfax autour d'une journée qui prend de l'ampleur et avec un niveau scientifique plus que satisfaisant. Et je salue tous mes amis dans la salle et les collègues dans l'assistance. J'ai été chargé de discuter de quoi de neuf dans la préparation transfert d'embryons congelés. Et il y a suffisamment d'arguments pour en parler, puisque depuis tout à l'heure, les conférenciers insistaient sur le fait qu'il y a une tendance, pour ne pas dire une mode, qui va dans le sens de presque tout congeler. Et donc, le gros problème, c'est comment préparer l'endomètre. Et quand j'ai essayé de voir depuis jusqu'à mai 2018 un peu ce qui se dit dans la littérature, il y a près de 3000 publications autour de la congélation et transfert d'embryons, mais il y a seulement 100 publications, toutes qualités confondues, qui traitent de la préparation endométriale. Et près de 300 en parlant du succès du transfert d'embryons congelés. Et donc, 100 publications, 300 sur les succès. On peut imaginer qu'il va y avoir un bouleversement des conduites au niveau de la préparation endométriale. Et tout de suite, mon intervention aura pour but quoi de neuf dans la préparation de transfert, c'est d'abord de reconforter vos pratiques. Et que il est clair que la tech, comme je viens d'en parler, le transfert, je veux dire, d'embryons congelés, il y a suffisamment d'arguments, limiter les grosses multiples, minimiser le risque d'hyperstimulation, réalisation possible du diagnostic préimplantatoire, tout cela a été dit. Et que améliorer les résultats en tech, c'est jouer sur les facteurs affectant le taux de réussite des cycles tech. Qualité de l'embryon congelé, le stade de l'embryon à la congélation, le taux de survie après décongélation, le nombre d'embryons transférés, la durée du stockage et la technique de l'opérateur, et enfin, optimiser l'endomètre. Alors, préparation optimale de l'endomètre dans les cycles tech. D'emblée, il faut dire qu'il y a différents protocoles pour préparer l'endomètre. Deuxième étape, et ça vient d'être très précisé de façon scientifique, le support par la progestérone. Et troisième point important, c'est l'identification de la fenêtre implantatoire. Parce qu'il y a aujourd'hui des moyens qui nous permettent d'identifier cette fenêtre implantatoire. Je passe sur ces deux diapositives qui sont très bien spécifiées. Vous avez maintenant les fondements scientifiques au niveau de la physiologie pour comprendre un peu quand est-ce qu'on a besoin de la progestérone. Et juste pour présenter le schéma complexe, quant à la fenêtre implantatoire, qui est au-delà de ce qu'on connaît de façon un peu scientifique sur l'effet de l'œstrogène, de la progestérone, c'est qu'il y a une évidence scientifique à un dialogue endomètre-embryon. Bien sûr, on voit l'effet hormonal au niveau des cellules lutéales, au niveau du corps jeune, via la progestérone. L'effet de la CG au niveau de l'invasion, en tout cas, et l'implantation, oui, partie hormonale. Il y a donc l'effet de la progestérone au niveau de la décidualisation, justement,
et de la différenciation au niveau de l'endomètre. Et puis l'étape de l'invasion embryonnaire, tout cela, oui, on se concentre trop sur l'effet de l'ACG de la progestérone, mais il y a des phénomènes complexes au niveau de différents organes de l'organisme et en passant par le système immunitaire, la rate, le thymus, les ganglions, donc le système lymphatique de façon générale. Et donc, on sait aussi, vous venez de le confirmer, pour qu'une grossesse se produise, un embryon normal doit être implanté dans un endomètre qui doit être réceptif. Alors, les éléments dont on dispose aujourd'hui, est-ce qu'on a avancé, est-ce qu'il y a de nouveau par rapport aux éléments qui permettent de prédire cliniquement la fenêtre implantatoire et décider du moment de transfert? Les 4 paramètres. L'épaisseur de l'endomètre, oui, c'est confirmé. À partir de 8 mm jusqu'à 12, 13, c'est le moment idéal. Mais le type d'endomètre, pour le moment, on ne peut pas dire que c'est secondaire. On va voir pourquoi. Le Doppler et la contractilité utérine, donc les contractions utérines. Alors, on voit un peu l'évolution de l'endomètre depuis en triple ligne jusqu'à l'hypericogénicité moins de 50%, puis au-delà de 50%, puis carrément hypericogène. Et c'est très clair, comme vous le voyez ici, que l'épaisseur de l'endomètre, le jour du déclenchement, constitue un facteur prédictif significatif de grossesse avec, vous voyez, 4,6. Donc, c'est palpable. Que l'aspect en triple ligne, c'est l'aspect le plus favorable. Et bien sûr, plus l'écogénicité est avancée, plus c'est délétère. On retient de façon synthétique que l'endomètre doit avoir au moins 8 mm, que de préférence de type 1, que le Doppler utérin, si on le fait avec un index moins de 3, un spectre de type 1, et qu'il n'y ait pas de contraction utérine au moment du transfert. Et donc, on ne dit pas d'abord, en passant par le côté technique, rassurer la patiente, manipuler doucement, ne pas essayer de toucher le fond utérin, mais aussi en donnant justement cette molécule, la progestérone, qui est un effet myorelaxant, donc un effet relaxant au niveau utérin. Donc, ce sont là les critères pour optimaliser le transfert. Alors maintenant, quelle technique? Et comme maintenant, nous disposons de 3 protocoles relativement validés jusque-là, on va voir un peu, est-ce qu'il y a des arguments pour trancher en faveur de l'un des protocoles. D'abord, le cycle naturel vrai ou modifié. Deuxième technique, ou deuxième protocole, c'est le cycle programmé, ou substitué, ou artificiel, en utilisant soit les œstroprogestatifs pour mimer un peu un cycle naturel, mais comme dans un faible pourcentage, on a une possibilité de décidualisation précoce qui va dans le sens à peu près de 5%, certains peuvent adjoindre les analogues à ce protocole. Et troisième protocole, est-ce que c'est un cycle carrément stimulé en utilisant des stimulations douces, du citrate de chlomifène, létrozole, ou carrément de l'HMG, c'est-à-dire une gonadostimuline. Alors, le cycle naturel vrai, ça peut s'adresser de prime abord à des femmes qui n'ont pas besoin, qui ont des cycles réguliers, prouvés antérieurement. Ça pourrait être une indication, mais on verra un peu le côté comparatif entre les protocoles tout à l'heure.
Ça implique tout simplement un cycle spontané, cela veut dire une surveillance fréquente, échographique. Surveiller le niveau de la LH, parce qu'on guette le pic de LH. La progestérone, une surveillance échographique folliculaire jusqu'à prouver qu'il y a une pente ovulaire, donc disparition du follicule. Mais permet des résultats optimaux, mais avec réserve. Et quand j'ai préparé un peu cette synthèse, quoi de neuf, à chaque fois j'élimine des études, parce qu'il y a toujours un biais, parce qu'on prouve avec plus d'études qu'en fait ce n'était pas vrai. Donc pour aller tout droit au but, et ne pas prolonger la discussion, on peut dire que le protocole, il est codifié. On commence en général à partir du 10e jour du cycle. Donc 3 à 5 jours avant l'ovulation habituelle, la date présumée, on fait une UCO, on évalue l'endomètre, les critères croissance folliculaire comme d'habitude, on dose la LH pour détecter le pic de LH, et le niveau de progestérone. Et on fait l'écho pour prouver que l'ovulation a eu lieu et le transfert à ce moment-là est fait 3 à 5 jours après l'ovulation en fonction du stade de la congélation embryonnaire. Est-ce que c'est à J2, J3 ou au stade de blastocyste? Et on fait la supplémentation en progestérone. L'avantage, ou les avantages, oui, c'est préférable parce qu'il n'y a pas de médication, pas de médicaments. C'est que la préparation endométriale se fait via les hormones endogènes, donc il n'y a pas d'interférence. L'inconvénient, c'est l'identification des pics de LH est difficile et que l'ovulation peut ne pas se produire même au cours d'un cycle régulier. Donc, ça rend encore plus difficile certains ménagements de certains cycles. Alors, le cycle naturel modifié, c'est justement vient apporter un correctif pour dire qu'on ne va pas trop surveiller le pic de LH, même si on fait quand même des dosages. C'est le même principe, mais arrivé au stade des critères de déclenchement classiques de la surveillance folliculaire, on donne tout simplement de la CJ pour initier la lutéinisation. Donc on donne 5000 d'ACG quand le follicule est au-delà de 7 mm et quand le niveau de progestérone est faible. Et à ce moment-là, donc le transfert est fait exactement comme au cours d'un cycle spontané surveillé. Alors le cycle naturel modifié, avantage, moins d'écho par rapport au cycle naturel vrai. Les inconvénients, là aussi, ovulation inattendue. Difficulté d'assurer un transfert en temps opportun, parce que, comme vous l'avez constaté, ça peut être aléatoire. Alors j'en viens au cycle artificiel programmé, sur lequel je pourrais dire, je peux annoncer la couleur. Disons que dans la pratique, avec une argumentation que je vais vous apporter, ça pourrait être pour le moment le cycle préférentiel. Donc, le principe, c'est soit avec analogue ou sans analogue. On n'a pas besoin d'analogue, mais si on veut ne pas jouer la carte des 5% de situations qui peuvent être difficiles à gérer, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais sans quoi, on peut commencer à J2 en donnant soit de façon progressive ou de façon équivalente. On peut d'emblée commencer par 3 comprimés en parlant de la molécule disponible chez nous, le hormone, pour être pratique. Mais on peut aller de façon progressive en donnant, pour mimer un peu plus le cycle naturel, en commençant à J2 jusqu'à J6 avec un comprimé, de J7 jusqu'à J10 ou J11 avec 2 comprimés, et puis prolonger toujours avec 3 comprimés. Et on surveille, on fait un monitorage échographique à partir de J8. Et quand on a
des critères échographiques d'un endomètre prêt, c'est-à-dire au-delà de 8 mm, on peut tenir compte aussi de l'aspect de l'endomètre, donc quel type. À ce moment-là, on ajoute de la progestérone et le transfert est fait 4 jours après l'adjonction de la progestérone à dose fixe, cette fois-ci de façon prolongée, en donnant 600 mg à dose fixe. Et le transfert embryonnaire est à ce moment-là fait. Si on a fait une congélation à D3, le transfert est fait le 4e jour depuis la prise de la progestérone. Et si on fait la congélation au stade de blastocyste, le transfert est fait au 6e jour de la prise de la progestérone et on continue avec la même dose d'œstrogène et de progestérone. L'avantage, c'est pratique. C'est pratique, on n'a pas suffi un peu à doser les hormones et que c'est en plus une meilleure méthode pour les dames qui ont des cycles irréguliers. Tout à l'heure, j'ai parlé du cycle régulier pour le cycle naturel. Pour les cycles irréguliers, là, on est plus à l'aise. Mais il n'a pas été démontré comme inconvénient, il n'a pas été démontré une supériorité par rapport au transfert sur cycle naturel. Ça, il faut le dire. Alors, cycle programmé ou cycle naturel, il y a suffisamment d'arguments aujourd'hui, comme vous le voyez même jusqu'à 2017, que la différence n'est pas significative entre les deux en termes de résultats. Premier message. Mais toutefois, le cycle programmé est plus pratique. Donc vous voyez un peu, ce n'est pas un argument d'efficacité, il n'y a pas suffisamment d'arguments pour dire que c'est mieux. Alors le cycle stimulé, ça va aller vite parce que de toute façon, là aussi, souvent ce sont des femmes qui sont anovulantes, il n'y a pas d'ovulation, il y a des cycles anovulatoires, qui présentent des cycles irréguliers. Il peut se discuter tout simplement une stimulation classique à partir du 3e jour du cycle au 7e jour. Et en administrant l'ACG de façon classique dès qu'on a les critères de maturité. Et le transfert est fait 4 à 5 jours pour les embryons congelés à 72 heures, à J2 ou J3, et 6 à 7 jours pour les embryons congelés au stade de blastocyste. Et que l'utilisation, je vous ai dit tout à l'heure qu'on peut utiliser les gonadostimulines, que c'est très clair aussi, que le taux de grossesse clinique après TEC n'est pas influencé par le type de gonadostimuline utilisé tel que prouvé dans cette étude. Alors, si on voit un peu les comparaisons entre le type de congélation, le type de préparation endométriale, comme je vous l'ai annoncé au départ, c'est qu'il n'y a pas de différence significative en termes de taux d'implantation et de taux de grossesse évolutive entre les deux groupes cycle naturel versus cycle stimulé. Donc, la stimulation n'apporte pas un plus. Et que, au lieu de vous présenter pour chaque type de protocole quelles sont les études pour et contre, cette méta-analyse et une dernière publication en janvier 2018 confirme qu'il n'y a pas de différence significative des taux de grossesse clinique et de taux de grossesse en cours ou de taux de naissance vivante entre les différents protocoles. Donc, c'est un peu le côté pratique. Alors, reste à ce que... Il est vrai, tout à l'heure, on a parlé de la biopsie endométriale pour mieux gérer, justement, quand il y a des endomètres avancés et retardés. L'utilisation d'une datation endométriale simple par biopsie a montré, comme l'a dit Ziwa tout à l'heure, qu'environ 25% de ces biopsies de l'endomètre étaient retardées par rapport au 20e jour du cycle. C'est un fait, ça c'est vrai. Et que si, d'où là le concept
de tech personnalisé, c'est-à-dire dire que si on a des arguments que c'est retardé, on peut encore ajouter 3 jours de progestérone et faire à ce moment-là le tech, le transfert d'embryon congelé. Bon, en utilisant l'identification histologique, les rats, par exemple, comme test, oui, ça améliore le taux de grossesse dans les situations d'échec répété d'implantation. Je dis oui, avec aussi réserve. C'était à la mode, quand on voit les séries, ce n'est pas de grandes séries. Mais quoi qu'il en soit, on a essayé d'utiliser d'autres méthodes encore plus simples, c'est-à-dire que vous avez un résultat rapide, tel que la cytométrie, donc flux. Quoi qu'il en soit, là aussi, on a essayé d'utiliser des moyens où on ne passe pas par la biopsie. Donc, on utilise des moyens tels que, vous voyez ici, par exemple, une des... Là, je m'excuse, je dirais justement en janvier 2018 pour vous dire que l'ERA, qui justement maintenant est utilisée de façon aussi très claire, utiliser l'ERA ou pas, la différence n'est pas significative en termes de résultats. Pour ne pas créer de façon précoce victoire en utilisant cette technique pour améliorer les résultats. Je voulais justement vous le montrer. Alors, et maintenant, quelles sont les nouvelles pistes? Si on est à la recherche plutôt de moyens simples, par une prise de sang, par un prélèvement simple, sans passer par une méthode invasive, et il y a différentes molécules, l'IGF-1, il y a aussi l'utilisation du plasma riche en plaquettes, qui semblerait, cette fois-ci pas seulement, c'est pour prédire la fenêtre implantatoire, mais tout simplement pour améliorer justement l'implantation, surtout dans l'échec répété d'implantation. C'est une piste qui a montré une efficacité à travers au moins cette dernière étude. Alors je voudrais conclure en vous disant que les cycles tech programmés sont les plus pratiques. Donc vous rassurez dans votre pratique. La fenêtre d'implantation dans les cycles préparés hormonalement pour tech peut être retardée chez environ une femme sur 4, comme l'a dit encore une fois Cizio tout à l'heure. Et c'est dans ce cadre-là que peut-être l'ajout de 1 à 3 jours de progestérone et retarder le transfert d'embryon congelé en fonction du délai de l'endomètre, c'est ce que cette technique de transfert personnalisé peut être une amélioration du taux de grossesse, surtout pour les échecs répétés d'implantation. Encore faut-il, comme je vous l'ai dit, trouver des moyens simples, grâce à une prise de sang, pour dire que tel facteur est prédictif justement de la fenêtre implantatoire ou d'un retard de la fenêtre implantatoire pour différer de 2 à 3 jours le transfert. Et je vous remercie.